Merci à toute l'équipe de La Ruche et à vous d'être là, c'est un privilège. Bon, eh bien, écoutez, je saisis l'opportunité du regard neuf sur la notion de bruit et que l'on appelle nous aujourd'hui plus de la perception sonore. Et puis, je vais demander à quelqu'un avec moi de faire un tout petit exercice. Alors, je suis désolé, m'en voulez pas, je vais un peu abîmer 2 pages. Alors, je vais en abîmer que 2. Alors, je sais pas à qui je vais demander de faire l'exercice. À un grand costaud. Voilà. C'est une page. Alors, c'est aussi l'idée de la page blanche la page blanche et le regard neuf sur l'acoustique. C'est juste une page, d'accord ? Si on la prend ensemble comme ça et qu'on la secoue, au bout d'un moment, ça risque quand même de vous agacer. Et pourtant, c'est qu'une page. Ça veut dire qu'en termes de source de bruit, c'est rien du tout. Mais ça va vite être plutôt désagréable pour votre cerveau. Alors, là, face à des situations comme ça, on la froisse et on la défroisse, eh ben, il y a vraiment un intérêt à regarder très précisément ce que l'on appelle l'identification des sources de bruit, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait du bruit pour vous, et ensuite essayer de comprendre ce qu'on appelle les chemins de propagation, c'est-à-dire par où passe le bruit avant qu'il arrive à vos oreilles et à votre cerveau et qu'au bout d'un moment vous disiez j'en ai marre. Voilà. Et donc d'arriver à développer des solutions, les mettre en place et faire en sorte que ces solutions elles vous apportent satisfaction. Alors pour développer des solutions, généralement dans les solutions il y a des matériaux et là aussi il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper dans le choix des matériaux, il ne faut pas se tromper dans la chimie des matériaux. Vous voyez là, pour cette même page blanche avec le matériau de départ, c'était pas top quand même. Hein. Et puis là, comme on a transformé la matière, on l'a subtilement, habilement transformé, maintenant on va refaire le même exercice. Et ça fait plus de bruit, ou quasiment plus de bruit. Je passe complètement. L'importance de la conception, en fait, dans ce que... alors, deux mots sur Continuum. Alors, Continuum, c'est une TPE, vraiment. Héritage d'une entreprise qui est aussi à Corbach, qui s'appelle Marmonnier. Alors, Marmonnier travaille dans le domaine de l'acoustique depuis plusieurs décennies, et Marmonnier a notamment... vécu une très belle aventure apprenante, comme on dit, dans l'industrie automobile, de 1999 à 2009. En fait, on a fabriqué des millions de pièces pour des gens comme Peugeot, Citroën, Toyota. On a même été référencé dans le laboratoire de Toyota au Japon. Et cette très belle aventure apprenante s'est transformée en expérience un peu de vie d'entreprise un peu douloureuse, puisque... cette activité-là a représenté jusqu'à 38% de notre chiffre d'affaires et assez rapidement, elle n'a plus représenté que 0%. Notre client, un équipementier de rang 1, en fait, a décidé du jour au lendemain de tout nous retirer ce que l'on fabriquait pour lui et il a récupéré les productions, il les a mises en partie chez lui et l'autre partie chez un fournisseur en Angleterre. En même temps, il s'est fait aider par l'État à hauteur de 55 millions d'euros, mais nous, on s'est retrouvés face à cette situation qui nous a amené à nous poser une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, est-ce qu'on ferme Marmonnier ou est-ce que ces 10 années en fait de développement d'un humble savoir-faire, mais réel sur les matériaux, les solutions et l'acoustique, est-ce que ça pouvait pas servir à d'autres ? Donc, on a fait tout un cycle d'observation. Alors on pourrait dire dans des bureaux, dans des salles de classe, des choses comme ça. Alors nous, on a appelé ça des espaces de vie. Alors pourquoi on a appelé ça des espaces de vie ? Parce qu'en fait, ce sont des espaces dans lesquels il y a des gens qui font quelque chose. Donc voilà, c'est des espaces. Donc on a fait plusieurs observations et on a essayé de comprendre comment, dans cet univers du bâtiment, dans cet univers des espaces, eh bien, l'acoustique était appréhendée avec ce regard de concepteurs et de fabricants de solutions pour réduire le bruit qui venait de l'industrie automobile. Et là, il y a 3 observations qui nous ont un peu étonnés. Et c'est vraiment la genèse de Continuum. La première observation, c'est que tous les acousticiens, qui sont de brillants techniciens, je fais partie de ces techniciens, hein, donc j'ai rien contre ces personnes-là. En fait, l'approche de l'acoustique dans un espace, c'est une approche qui consiste essentiellement à essayer de comprendre comment l'espace réagit à un bruit. Alors ça va très loin,
cette compréhension puisqu'il y a un protocole de caractérisation, comme on dit, un protocole de mesure qui va se faire dans un espace et on va notamment appréhender une notion qui s'appelle le temps de réverbération. Alors là, on vient avec un ballon ou avec un pistolet à pétard, on fait un bruit très important, c'est ce qu'on appelle un bruit impulsionnel. Et puis, on va regarder ce qui se passe sur les premières dizaines de millisecondes dans cet espace. Et ça va nous donner une indication sur comment l'espace réagit par rapport à un bruit. Mais cette démarche-là, elle se fait dans un espace où il n'y a personne. Il n'y a pas d'humain, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'usage. Alors, il faut le faire. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être quand même une approche complémentaire qui pourrait être centrée sur l'humain à apporter à ces approches qui sont les approches habituelles. Donc ça a été la première observation. La deuxième observation, c'est que on a vu beaucoup de produits ou de solutions, comme vous voulez, qui pendent au plafond. Alors, vous voyez, ce plafond-là a des caractéristiques acoustiques. Dans un espace, il faut un plafond qui a des caractéristiques acoustiques, ça permet de réceptionner l'espace comme étant à peu près conforme, mais ce qui nous a surpris, c'est qu'il y avait notamment des gens qui rajoutaient beaucoup de solutions par-dessus ces plafonds techniques. Quand on parle, j'ai commencé par vous dire, il faut réussir à identifier les sources de bruit et comprendre les chemins de propagation. Quand on parle, l'énergie maximale du bruit, vous le savez tous, hein, elle est là. Elle sort de la bouche. Donc comme vous avez deux personnes qui sont assises à table, qui sont assises à un bureau, l'énergie maximale du bruit, elle est là. Où est-ce qu'elle est minimale? Au-dessus de la tête. Et à peu près au niveau du nombril. Puisqu'en fait la cartographie, ce qu'on appelle la cartographie énergétique de la voix, c'est un peu quelque chose qui fait comme ça. Voilà. De belles couleurs, vous avez trouvé. Et donc on s'est dit, bon, ok, il faut des choses au plafond, ça permet d'avoir un espace plutôt correct. Maintenant, est-ce que si on continue de mettre des trucs qui pendent comme ça, est-ce que ça va vraiment aider les gens à se sentir mieux d'un point de vue auditif, d'un point de vue sonore, dans l'espace dans lequel ils vont travailler toute la journée? Bon, on s'est dit, il y a peut-être d'autres choses à faire. Et la troisième observation, c'est que, en fait, il existe des dizaines de panneaux acoustiques sur le marché. On n'est pas les pionniers, on n'est pas les inventeurs. Il y a beaucoup de gens qui font ça depuis très longtemps. Et en fait, ces panneaux acoustiques, ils ont à peu près tous les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'ils absorbent très bien ce qu'on appelle les hautes fréquences. Vous savez, les aigus. Ils les absorbent même tellement bien que quand vous avez un regard, essayez très modestement d'intégrer un peu le volet neurosciences, c'est-à-dire commencer à regarder ce que dit la neuroacoustique auditive, eh ben, vous vous apercevez que si vous absorbez trop les hautes fréquences, en fait, vous dégradez ce que l'on appelle l'intelligibilité d'un message. Alors, dit plus simplement, ça veut juste dire que les gens, ils vont en fait moins bien se comprendre. Trop d'absorption en haute fréquence, c'est pas forcément bon. Alors, bien sûr, on revendique, comme on dit, des caractéristiques très performantes. Il y a même des gens qui revendiquent des coefficients d'absorption qui sont supérieurs à 1. On absorbe plus d'énergie qu'il y en a. Bon, tout ça nous a un peu surpris, sans porter de jugement. Et on s'est dit, fort de ces trois observations-là, il y a peut-être une approche et des conceptions à imaginer. Voilà comment est né en fait Continuum. Ensuite, je passe. Juste une petite vidéo. Alors, ok, c'est une vidéo, elle a été tournée à Lyon, elle a même été tournée au Silex. Donc c'est forcément une artiste qui a fait la vidéo. Mais
l'idée de cette vidéo, c'est quoi? L'idée de cette vidéo, c'est en fait de montrer ce qu'on ne regarde pas. C'est de montrer l'impact du bruit sur ce qu'on peut appeler la communication non verbale des gens qui sont dans un espace. Et en fait, ça, on ne le regarde pas. Pourquoi on ne le regarde pas? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart du temps, on va s'intéresser à essayer de comprendre comment l'espace réagit au bruit. Mais en fait, très peu souvent, on va vraiment essayer de regarder et de comprendre l'impact du bruit sur la personne. Comment la personne, sur cette communication non verbale, sur son verbatim, sur une notion qu'on appelle la vulnérabilité au bruit, comment les uns et les autres vont en fait ressentir cette pénibilité sonore, cette gêne sonore, cette pollution sonore, cette nuisance sonore, et surtout en intégrant, c'est le cas de le dire pour les mathématiciens, en intégrant ce phénomène sur la durée. Parce qu'en fait, l'ouïe, c'est le seul de nos 5 sens qui n'est jamais au repos. Vous n'avez plus envie de voir quelqu'un, fermez les yeux. L'ouïe, dans la journée, ne va faire que accumuler une dose de bruit plus ou moins importante, avec des pics, des creux, avec d'autres paramètres qui vont influencer là-dessus. Et tout ça, ça conduit ce qu'on appelle notre appareil binaural et toute notre sphère neuropsychique, ça conduit tout ce très bel appareil à sans arrêt s'adapter à ce qui se passe juste à côté de nous. Et cette adaptation c'est un appareil qui est juste génial, quoi, parce que cette capacité d'adaptation et de protection via les cellules ciliées notamment, c'est quelque chose qui est juste, comme tout organe humain, assez fabuleux. Sauf que le fait d'être sans arrêt en train de s'adapter, eh ben, qu'est-ce que ça provoque? Eh ben, ça provoque de la fatigue. Qu'est-ce que provoque cette fatigue? Eh bien, les premiers effets secondaires sont de la perte de concentration. Un critère qui est, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais qui est très peu regardé là aussi, qui est la DPI, c'est-à-dire la décroissance de performance intellectuelle, l'irritabilité, les maux de tête, les troubles du sommeil. Et on peut aller jusqu'à cette notion de coût caché dans les organisations. Voilà. Donc, c'est pour ça que on a souhaité avoir non pas un positionnement similaire à tous ces acteurs qui font des panneaux acoustiques, mais un positionnement qui est encore une fois centré sur l'humain, et donc parler de santé acoustique, de santé sonore, et d'essayer de faire en sorte que, eh bien, oui, on va essayer de réduire cette dose de bruit, parce qu'en réduisant la dose de bruit, forcément, on va réduire cette dose au cumul dans la journée qui va arriver à votre cerveau. Mais au-delà de cette simple réduction du bruit, on va essayer de transformer la perception sonore et d'essayer d'apporter dans un espace une perception sonore qui soit plutôt équilibrée. Parce que si cette perception sonore elle est équilibrée par rapport à ce que je viens de vous dire, plus elle sera équilibrée, moins le cerveau aura besoin en permanence de s'adapter. S'il a moins besoin en permanence de s'adapter, il va moins se fatiguer, en tous les cas, sur cet aspect-là. Et voilà, donc ici, je ne sais pas ce que j'ai oublié, vous voyez à peu près, voilà. Alors, 2 mots. Ça c'est un espace c'est un tout petit espace qu'on a créé chez nous, c'est un espace sensoriel. Alors, chez nous, on a 2 petites salles de réunion. Une salle de réunion normale, comme ici, et une salle de réunion dans laquelle, en fait, pour la créer, cette salle-là, ou en tous les cas pour la transformer, on s'est focalisé encore une fois, sur l'humain, je me répète, et on s'est même focalisé en analyse de la valeur sur l'humain, puisqu'on s'est dit, d'ailleurs c'est Laurine qui est là, qui a créé cet espace-là, on s'est dit, voilà, on a 10 de budget, on fait comment? Comment on répartit notre budget? Eh bien, on s'est dit, nous, notre budget, on va le répartir à hauteur de 7-8 sur l'humain, la perception de l'humain, et puis avec les 2 qui sont restants, on arrivera bien à trouver, avec une approche plutôt frugale, de quoi équiper la salle et faire en sorte que les gens puissent s'asseoir, puissent travailler ensemble. Et donc, on a ces 2 salles de réunion qui sont côte à côte. Alors, je vous invite à venir, vous êtes les bienvenus, et vous pouvez venir vous balader dans ces 2 espaces, discuter tout seul, à plusieurs, et juste nous dire comment vous sentez dans chacun de ces 2 espaces, et nous dire dans quel espace, en fait, votre préférence irait pour travailler, vous ressourcer, voilà.
Et dans cet espace-là, l'idée, ça a été de dire, le mot est peut-être un peu fort, mais ça fait rien, c'est cette notion de croyance, donc je l'assume, c'est de réussir à transcender la relation humaine. Et donc, dans l'espace que l'on a créé, eh ben, en tous les cas, les gens qui viennent faire l'expérience nous disent principalement, on n'a plus du tout de sensation ni d'agressivité, ni d'intrusion de la voix. Ça veut dire que les gens, automatiquement, en fait, ils parlent moins fort, et ils s'écoutent. Et à partir de là, ben, c'est à peu près gagné. Alors, ça, c'est une présentation qui commence à la limite un peu par la fin. Mais là aussi, c'est un privilège que l'on a eu, un vrai privilège. Voilà, on a travaillé avec le professeur Laville, qui est, je pense, le professeur référent dans l'univers de la néphrologie, au moins en France, et qui dirige un établissement à Lyon qui est l'Oral, qui est un établissement de dialyse. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas? Bon, ben voilà, c'est une mise en relation par un médecin de l'ARS. Et ben, on est allé dans une salle de dialyse, 8 personnes. Et on a surtout rencontré le professeur Laville, dont le credo aura été toute sa vie la qualité de vie des patients. Et il nous a dit, ça vaudrait quand même le coup qu'on essaie de mener ensemble une étude clinique sur la perception sonore des patients dans leur salle de traitement. Alors nous, oui, bien sûr, c'est juste génial. Et donc, pendant 3 semaines, et ben, dans cet espace-là, il y a eu une première semaine qui était une semaine de référence. C'est-à-dire qu'on a à la fois fait une étude physique de l'acoustique et on avait à la fois préparé des questionnaires pour que les patients remplissent ces questionnaires. Alors, les gens qui ont fait remplir ces questionnaires, c'était une ex-femme médecin anesthésiste, dialysée depuis 15 ans, et un monsieur greffé. Donc des gens qui connaissent parfaitement bien le sujet. Nous, on n'est pas du tout intervenu sur la partie remplissage, j'allais dire, des questionnaires. Donc première semaine dédiée à la découverte de l'espace. La deuxième semaine, on a mis en place des solutions. La troisième semaine, on les a retirées. Et on a dépouillé sur 30 patients la perception des gens sur le sujet de la gêne sonore. Et ces deux graphiques-là, en fait, ils résument... Alors, c'est un article scientifique qui, aujourd'hui, est publié dans Néphrologie thérapeutique, donc vous pouvez accéder à toute l'étude, à tout cet article scientifique. Alors, vous voyez, ça, c'est la première semaine. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails du graphique. Regardez juste la surface qui est en gris, là. Vous voyez, en bas. Et ça, c'est la semaine où on a mis en place nos solutions. Donc vous regardez de nouveau la surface qui est en gris en bas, et vous apercevez que dans le gris, il y a plein de blanc qui s'est incrusté. Alors c'est très marrant parce que le bruit moyen sur 3 heures, donc là je me positionne du côté juste acoustique classique, le bruit moyen sur 3 heures, semaine normale, 55 décibels. Le bruit moyen pendant la semaine où on a mis nos solutions, combien, à votre avis? 40. Alors, c'est pour vous le bruit, qu'est-ce que... Si vous aviez à en parler, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous jugez un bruit qui est fort, moyen, faible? Est-ce que vous avez quelques notions? Oui, sûrement, pardon. De notions d'échelle du bruit. Parce que là, vous 40, on passe de 55 à 40 à 45. Salle de concert, c'est 105, il me semble, à la limite. Ah ouais, c'est haut, hein. C'est haut. Là, quand on parle, il y a à peu près combien? 40. Un peu plus. Un peu plus. Combien? 50. Oui, 50, 55, oui. Vous, tous les usagers, tous les utilisateurs, en fait, ils ont une vraie maîtrise de l'acoustique complémentaire et qui est au moins aussi importante que la partie équation. Mais je vous apprends rien, hein, c'est exactement la même chose que les gens qui vont travailler sur la notion d'amélioration continue dans une entreprise, et cet adage qui dit ce sont quand même les gens qui font qui savent. Oui, et ben les gens qui sont soumis au bruit, généralement, en fait, ils savent très bien décrire ce que ça leur procure, génère comme perception et comme effet secondaire.
Alors, il y a quelques notions à savoir. Tout à l'heure, j'ai parlé de la directivité. Il y a une notion qui est assez fondamentale à savoir, et que vous connaissez, je suis sûr que vous la connaissez bien évidemment tous, cette notion, c'est le bruit se déplace à quelle vitesse dans l'air? 300 mètres par seconde. 300 mètres par seconde. 300, Bertrand? 330. Ouais, 340. Ouais. Vous savez, c'est le grand classique quand on est enfant. Hein. Il y a l'éclair. Il y a l'éclair, on compte. 1, 2, boum! Il vaut mieux être capable de compter. Hein, parce que si on n'arrive pas à compter, c'est embêtant. 3 secondes. Ça veut dire que la foudre est tombée à 1 km. Mais cette notion-là, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est la notion qui est avec vous tous les jours, dans n'importe quel espace. C'est-à-dire que le bruit se déplace à 340 mètres par seconde. 340 mètres par seconde. Je ne connais pas tout à fait les dimensions de cet espace, mais comme ça, je me dis que à chaque fois que je vais dire une bêtise qui dit 1 seconde, en fait, elle est arrivée à peu près au moins 10 fois à vos oreilles. 11, la première fois en chant direct, et 11 avec toutes les réflexions sur les parois. Donc vous imaginez que dans un espace, si on ne fait rien à proximité des sources de bruit, en l'occurrence des gens, si on n'arrête pas au moins une partie de cette énergie là où est sa source, ben on la laisse faire ce qu'elle a envie de faire, et alors à partir de là, ben voilà, elle se déplace, elle se propage à cette vitesse-là, et il n'y a pas grand-chose qui l'arrête, quoi. Donc c'est aussi pour ça que dans des espaces, beaucoup de gens disent « Oui, mais moi, là, quand il part, là-bas, 5 bureaux là-bas, ou dans l'espace, ben, j'entends comme s'il était à côté de moi. » 340 mètres par seconde. Alors, l'autre notion, c'est celle dont on vient de parler, le 3 dB. Vous avez 2 golfs qui tournent au ralenti. Vous en coupez une, vous avez baissé le bruit de 3 dB. Vous la remettez en marche, vous réaugmentez le bruit de 3 dB. Ça veut juste dire, le chiffre 3 est un petit chiffre. Mais 3, ça veut dire que ça correspond à soit divisé par 2, soit multiplié par 2 l'énergie du bruit. Autrement dit, la dose que vos oreilles et votre cerveau vont prendre. Donc, si vous arrivez déjà à gagner 3 dB, c'est juste, faut pas dire énorme, important, très important. Alors là, de m'accorder cette capacité de passer de 55 à 40, c'était un peu trop. Alors, non, c'est pas 40, mais j'allais dire, c'est mieux que ça. 55 décibels. Le niveau de bruit moyen n'a pas bougé. Bon. Là, une approche classique de l'acoustique repart et dit « ça sert à rien ». Pendant ce temps-là, quand on dépouille des questionnaires, dans lesquels on avait intégré des échelles de la médecine, hein, c'est-à-dire les échelles de la douleur, enfin, c'était quand même un questionnaire fait avec des médecins, donc plutôt élaboré. Questionnaire qui peut s'appliquer dans un espace de bureau, qui peut s'appliquer dans n'importe quel espace, puisque c'est un questionnaire qui est dédié en fait à la perception. Là, les gens nous ont dit quoi? Ils ont évalué la gêne sonore à 4,93 sur 10. Et là-bas, à votre avis, à combien ils l'ont évalué? La gêne sonore. 3, ok. 2,20. Bruit moyen identique, et pourtant, gêne sonore divisé par 2, plus que ça, on avait aussi fait une enquête sur la partie maux de tête. Les gens se sont plaints 10 fois moins de maux de tête. Pourquoi? Eh bien parce que, vous voyez, les trucs en blanc là. Effectivement, ici, le bruit n'est jamais descendu en dessous de 47 dB. Et là-bas, à certains moments, on a fait descendre le bruit à 41 dB. Donc, par rapport à ce que je vous disais il y a quelques minutes, qu'est-ce qu'on a fait? Quel message on a envoyé au cerveau? Eh bien, au cerveau, on lui a envoyé un message qu'on peut appeler un moment de récupération. Un moment de récupération. Je souffle un peu et je me prépare à mieux être prêt à recevoir une prochaine dose de bruit. Et pourtant, regardez, si vous regardez les pics, vous voyez, la semaine où on a mis nos solutions, il y a eu des pics de bruit beaucoup plus importants que quand il n'y avait pas nos solutions. Et pour autant, le bruit moyen n'a pas monté. Donc on a aussi compensé les pics de saturation. Alors pourquoi il y a toutes ces variations-là? Parce que dans l'étude acoustique que l'on a faite, l'étude physique, on a tenu compte de tous les usages.
on s'est fait foutre dehors de l'industrie automobile. Et donc, ça nous a aidé à développer cette croyance de dire et de faire que aujourd'hui, tout ce qu'on faisait, ça devait être socialement utile. Et donc, développer des produits acoustiques, ça ne nous intéresse pas. Par contre, travailler sur ce processus de santé sonore et arriver à développer des solutions qui vont vraiment être contributives de la santé sonore des gens, on pense que, pour le coup, ça va vraiment apporter de la performance, de l'épanouissement, du plaisir. Et là où on parle beaucoup d'intelligence collective, là où on parle beaucoup et là, on pense que ça peut être très contributif de tout ça, et ça peut vraiment devenir quelque chose qui s'intègre en fait dans une vraie stratégie RH. Et donc on n'est plus sur des notions de coût qui seraient associées à j'achète des produits. Non, on est sur des notions d'investissement. On pense que là, voilà, ces salles-là, ces espaces-là, ils sont très utilisés. Les gens nous ont dit qu'ils étaient fatigués, on reçoit des clients, on fait ça. Ça, c'est des salles de formation. C'est important quand même que les gens retiennent bien ce qu'on va leur dire. Dans tous ces espaces-là, eh ben, on pense qu'on peut faire des choses qui vont être tout à fait bénéfiques et pour les gens et pour les organisations. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut... Alors c'est pour ça qu'on a appelé ça le processus. Et vous voyez ce processus, alors je vais peut-être pas... Enfin moi je suis à votre disposition mais pour ne pas non plus déborder, je crois que dans ce processus, ben, vous avez bien évidemment les usages et les usagers qui sont au centre de tout ça. Il y a une notion qu'on a intégrée, nous, qui est la proxémie. Est-ce que vous connaissez cette notion-là? Non? La proxémie, alors là aussi, hein, on aime beaucoup l'innovation. Et puis moi, je suis toujours en train, j'ai toujours deux adages, c'est pas de moi non plus, hein, mais pour parler de, il y a un adage qui dit, il y a de nouveau que ce qu'on a oublié. Il y a de nouveau que ce qu'on a oublié. Puis il y a un autre adage qui dit, c'est pas en perfectionnant la bougie qu'on a inventé l'ampoule. Voilà. Donc il faut avoir des idées, mais il faut pas non plus oublier tout un tas de choses très bien qui ont pu être faites, et puis il faut surtout pas oublier ce que vous ressentez par rapport au bruit. La proxémie, donc c'est un monsieur Hall qui a beaucoup travaillé sur cette notion-là. La proxémie, c'est une notion qui, en fait, s'intéresse au lien qui se crée entre quelqu'un et son environnement. Je suis à mon poste de travail, j'ai parfois besoin d'intimité. Mais donc, on a plutôt appelé ça la proxémie intimité. Mais j'ai aussi parfois besoin d'échanger sur un dossier avec quelqu'un. Donc c'est de la proxémie personnelle. Et puis il y a des moments où on est ensemble. Donc ça va être une proxémie plutôt sociale. C'est cette notion-là qui s'intéresse vraiment à l'activité. Et donc dans la partie, on va dire, approche, processus, dimensionnement, on a intégré ça depuis quelques années. Et puis, bon, je vous l'ai dit, on a aussi beaucoup voulu redonner du pouvoir aux oreilles et au cerveau. Si je vous fais une présentation qu'avec des équations, bon, ok, à la limite tout le monde sait faire ça. Et puis il suffit d'aller sur Internet et vous aurez encore plus de mal. Donc, on intègre, je peux tourner dans l'autre sens maintenant, ces notions de gêne et de nuisance. La directivité, on en a parlé, les sources de bruit, on en a parlé, chemin de propagation, on en a parlé. L'acuité, alors après, il y a des notions, il y a des critères, c'est peut-être, vous le savez, hein, il y a des critères de psychoacoustique, voilà, qui permettent de qualifier un bruit. C'est-à-dire qu'on va le qualifier sur il est plutôt agressif, ou il est plutôt cool, il est plutôt centré sur les aigus, ou il est plutôt centré sur les basses fréquences. Il n'est pas tout à fait le même, il y a de la modulation, c'est désagréable, c'est un peu lancinant. Il y a tout un tas de critères, parce que c'est quand même des sujets sur lesquels forcément il y a des gens qui travaillent depuis très longtemps. L'acuité fait donc partie de, comme la rugosité. Et la rugosité d'un bruit, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour un même niveau de bruit, vous savez, hein, pour un même niveau de bruit, et ben, si c'est un bruit, il va rentrer dans la case de votre cerveau qu'on appelle la case punition. Et si c'est un son, il va rentrer dans la case qu'on appelle la case plaisir. Voilà. Et c'est le même niveau. Et après, il y a d'autres critères. Vous savez que le bruit de l'interrupteur de vos voisins de gauche, des voisins qui sont vos amis, en fait, il ne vous dérange jamais, quoi. Mais le bruit de ce même interrupteur de vos voisins de droite qui sont vos ennemis, à 3h de l'après-midi, il vous agace. Et donc il y a plein d'autres... Et tout ça, c'est des paramètres qui rentrent dans la proxémie. C'est des paramètres qui rentrent dans l'empathie, la bienveillance, l'écoute qu'on va accorder aux gens qui vont nous parler de ce qu'ils font et de cette vulnérabilité au bruit.
Et puis, alors la force de fluctuation, on en a parlé, c'est hyper important. Vous voyez, par exemple, pourquoi, parmi les explications qu'on a trouvées sur la différence entre le 4,93 et le 2,20 sur la gêne sonore des patients, et surtout 10 fois moins de plaintes de maux de tête, eh ben, c'est parce qu'on a réduit les pics de saturation, on a proposé des moments de récupération, mais je ne vous le souhaite pas, bien évidemment, ni pour vous ni pour vos proches, mais quand vous écoutez un appareil de dialyse, vous savez ces pompes péristatiques là, qui font circuler le sang. Ben, il se trouve que ces pompes-là, elles ont des fréquences qui sont plutôt pas des hautes fréquences. C'est plutôt des basses fréquences. Mais vous les connaissez très bien, les basses fréquences, parce que vous voyez, on les entend là, si je me tais. Et ce contenu-là, il y a un contenu très large bande qui intègre des fréquences moyennes et des basses fréquences. Je coupe le vidéoprojecteur, je coupe la clim, je coupe... et qu'est-ce que vous faites? Ça fait du bien. Eh bien, ces fréquences-là, en fait, c'est les plus gênantes. C'est les plus fatigantes. Et elles sont très insidieuses parce qu'on vit très bien avec, mais elles nous fatiguent. Et quand on s'en aperçoit, c'est embêtant parce que c'est trop tard. Alors, c'est marrant hein, parce que je suis en train de vous présenter une société qui a développé des produits avec une vraie spécificité basse fréquence et je vous en ai encore pas parlé. Mais c'était pas le but de parler de la société, mais plutôt de parler de l'approche. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, tous les produits acoustiques qui existent sur le marché, ils sont ultra performants en haute fréquence. Ils sont même tellement performants que ça peut en arriver à dégrader en fait le sens pour lequel on les aura achetés. Par contre, tous ces produits-là, il n'y en a aucun qui s'intéresse aux fréquences inférieures et aux basses fréquences. Aucun. Donc le rendu ne peut pas être... On a dit comment tout à l'heure? Comment il faudrait que le rendu soit pour qu'on se sente bien? Plutôt, oui, agréable, plutôt harmonieux, équilibré. Plutôt équilibré. Comment vous faites pour réduire le bruit de manière équilibrée si vous n'absorbez que les hautes fréquences? Ça marche pas. Et surtout, vous n'enlevez pas celles qui vont être le plus à l'origine de cette notion de fatigue. Fatigue, perte de concentration, décroissance de la performance intellectuelle, troubles du sommeil, absentéisme. Les basses fréquences, alors pourquoi les basses fréquences ne sont pas traitées? Alors là, pour le coup, parce que dans tout ce que je vous raconte, vous pouvez très bien ne pas me croire, mais il y a des points où, moi j'y suis pour rien, c'est comme ça. C'est-à-dire que les 340 mètres par seconde, c'est comme ça. Les basses fréquences, hein, par définition, elles ont des longueurs d'onde qui sont grandes. C'est pas facile d'absorber des longueurs d'onde qui sont grandes. Si vous voulez les absorber dans un matériau, il faut que votre matériau il soit très épais. Alors c'est ce qu'il y a dans une salle. Quelqu'un est déjà allé dans une salle anéchoïque? Une salle sans écho? On n'y reste pas, Bertrand, on n'y reste pas, hein. C'est un peu oppressant, hein. Et les parois, elles sont comment dans une chambre anéchoïque? Ouais. Elles font quelle épaisseur? 1 mètre. 1 mètre d'épaisseur. Ben oui, il n'y a pas de secret. Ça, c'est de la physique. C'est la physique, l'acoustique, c'est la physique des matériaux. Si vous voulez absorber dans un matériau par dissipation, que l'on appelle de la dissipation visqueuse, des basses fréquences, eh ben, il faut mettre des épaisseurs comme ça. Et là, je suis pas sûr que il y a beaucoup de gens qui nous passent des commandes si on leur dit on va vous mettre ça au mur et non, bah oui, mais ça coûte cher quand même à la place, puis c'est pas facile. Ouais, c'est cette notion de basse fréquence. Ben, il se trouve que oui, bien sûr, un appareil de dialyse, il a un contenu énergétique qui est très important en basse fréquence. Alors on a eu de la chance, vous allez me dire, mais bon. C'est une notion qui est... Voilà, on a à peu près fait le tour. Bien évidemment le niveau sonore. Si vous avez des questions, ouais. Et puis on en arrive quand même juste à la spécificité des produits qu'on a développés. Alors vous voyez ça, la courbe en bas, c'est la courbe de tous les panneaux acoustiques. Donc en basse fréquence, en moyenne fréquence, ça n'absorbe pas. Parce que ça n'utilise que le principe de la dissipation visqueuse. Je ne vous en ai pas parlé, c'est un peu tout décousu ce que je vous raconte, mais forcément, quand vous avez de l'énergie, si vous voulez l'enlever, il faut la dissiper. Et il n'y a pas 50 moyens de dissiper de l'énergie. Il y a la dissipation visqueuse et il y a la dissipation mécanique. Voilà. Donc, et puis, vous voyez, ils sont super bons en haute fréquence. Alors, en haute fréquence, par opposition aux basses fréquences, les longueurs d'onde, elles sont comment? Elles sont petites. Tout le monde sait absorber les petites fréquences, ça se dissipe tout de suite. Donc, le tapis, là, la moquette, ça a absorbé les hautes fréquences. Puis les hautes fréquences, il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que... Alors,
avec l'âge, vous savez que les premières fréquences qu'on monte en plus, c'est les hautes. Donc, si on refait un peu d'analyse de la valeur, si vous avez une population de gens qui ont... Ouais, et vous vendez des produits qui sont super performants en haute fréquence, de toute façon, ils les entendent plus. Donc, voilà, ça c'est la courbe. C'est une courbe de dissipation visqueuse. Alors, la caractéristique de continuum, c'est celle qui est là. Vous voyez, l'équilibre sonore. Alors, vous voyez cette courbe-là, eh ben, vous voyez tout ce qu'elle est censée apporter comme bénéfice. Donc, elle absorbe dès 63 Hz dans une épaisseur qui fait 60 mm. Alors, c'est marrant parce que quand on fait des présentations à des acousticiens, il y en a, hein, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Et si je parle devant le mur, ou si je parle là-dedans, c'est pas pareil. Et là, il y a une partie de l'énergie qui va rentrer, elle ne va pas ressortir. Et elle va être dissipée de deux manières. Elle va être dissipée d'une manière visqueuse, à l'intérieur des fibres qu'on a développées. D'ailleurs, c'est les fibres... La chimie du matériau, c'est celle qui avait été homologuée par Toyota. Donc ça sert, bah oui, non mais voilà. Il y a de nouveau ce qui a été oublié. Et puis à l'intérieur, il y a une membrane. Il y a une membrane poreuse. Il y a une membrane qui est montée sur des systèmes de ressorts et qui fait ce que vous connaissez tous quand vous écoutez de la musique. Vous savez, la membrane de haut-parleur. Au lieu de générer du son, là, la membrane, dans nos solutions, eh ben, par dissipation mécanique, elle va absorber les fréquences inférieures et les basses fréquences. Et donc, c'est pour ça qu'on absorbe dès les basses fréquences. Et puis, pour essayer d'être cohérent avec ce qu'on raconte, parce que sinon, c'est quand même facile de se faire piéger aujourd'hui, hein, soit par les gens, soit parce qu'on a tout de suite l'information. Vous avez vu, on a un peu baissé l'absorption en haute fréquence, pour ne pas dégrader l'intelligibilité du message. Tout ça, c'est fait à Corba avec un procédé qui s'appelle la thermocompression. Donc, on va thermocomprimer des fibres. Et puis après ça, on va mettre une housse autour pour que ça fasse à peu près joli. La particularité, c'est que la housse est fabriquée par un atelier chantier d'insertion à Lyon 8e, qui s'appelle Zigzag, et qui fait que l'intégralité de ce que je vous ai raconté aujourd'hui, vous pouvez le visiter. C'est ici, c'est vraiment fait ici, et c'est la suite de ce que je vous ai raconté au début, c'est-à-dire que de cette un peu douloureuse expérience apprenante, on a essayé, et on essaye aujourd'hui en fait de développer cette nouvelle entreprise. Et je crois qu'il y a encore un ou deux trucs à regarder, n'hésitez pas à me couper. C'est des exemples d'installations où en fait, ça c'est des témoignages. Donc c'est des témoignages de bénéfices. Voyez, a permis la prise en charge de 12% d'appels supplémentaires, sans pour autant que les gens ils n'en peuvent plus. Donc ça c'est le bénéfice de cette approche et des solutions. Ah oui, vous avez vu, je vous en ai parlé, la proxémie. Là c'est plus l'intimité au poste de travail. La sérénité. Alors la sérénité, c'est la même chose que l'intimité au poste de travail, sauf qu'on va essayer de recréer des îlots, de bureaux. Voilà. Parce que en fait, on en a parlé, on est deux à parler, on augmente le bruit de 3 dB, quoi. Donc si vous faites calcul, alors c'est bien sûr, c'est pas linéaire, c'est logarithmique, l'acoustique, donc vous imaginez bien que si vous êtes 2, 4, 6, 8, 10 à parler, dans une cantine scolaire, dans un restaurant d'entreprise, vous savez quel niveau de bruit on atteint réellement? Ouais. On les atteint. On les atteint. Ouais. On les atteint et on peut même les dépasser. C'est juste... Et comme on le disait avec madame, c'est normalement des moments où on est censé se ressourcer un peu. Et alors je ne vous dis pas dans quel degré d'excitation votre cerveau il est quand vous reprenez en début d'après-midi. Alors pour des enfants, pour leur apprendre des choses en début d'après-midi, ou des adolescents. Mais là on est sur, je vous disais, il y a la partie réduction du bruit, mais même dans un espace normal, jugé normal par l'approche de l'acoustique classique, on peut faire des choses qui vont... Je crois qu'il y a quelques personnes qui ont visiter notre espace, et donc vous pourrez en parler avec eux. Et puis la partie, voilà, ça c'est la salle de restauration bossée chez Mérieux Université. Voilà. Donc un repas équilibré avec l'équilibre sonore. Voilà, bien s'entendre pour mieux se comprendre. Voilà, donc rien de, je sais pas ce que je sais pas ce que je peux vous rajouter. Alors il y a plein d'autres notions qu'on prend en considération. Vous avez vu quand j'ai parlé là devant, on sent qu'il se passe quelque chose. Il y a une autre notion qui est vraiment à connaître, c'est que
c'est si je parle aussi là-devant, mais en plus si je ne vous regarde pas, quoi. Il va y avoir plusieurs phénomènes. C'est-à-dire qu'on va à la fois absorber, on va écranter, on va diffracter, et en fait, il va se passer tout un tas de choses qui font que on va moins déranger la personne qui est de l'autre côté du bureau, ou on va moins déranger l'îlot de bureau qui est un peu plus loin, ou on va moins déranger la table qui est à côté. Et si on fait ça avec les gens, et ben au final, généralement, il y a une bonne appropriation de ce qui aura été mis en place. Ça n'aura pas été perçu comme une intrusion, une ingérence dans leurs activités et leurs espaces. Merci pour votre écoute. On peut en parler encore, mais j'espère... Non, ça va ? C'est parfait.